Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce deuxième café d'histoire et de philosophie, clairement parce que ça fait aussi partie de ces sciences critiques qui a lieu ici au café de Belleville, que nous remercions pour leur accueil pour la deuxième fois. Alors aujourd'hui, nous allons consacrer la journée à une thématique spécialement centrée sur la Révolution d'octobre, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est d'actualité. Elle passe dans tous les médias. On pourra en parler, par exemple, puisque France Culture en a consacré même une semaine pratiquement spéciale, avec des interventions très spéciales aussi. Pour cette journée, pour ce séminaire, il y aura d'abord l'intervention de Georges Gastaut, qu'on ne présente plus en termes de pontife, de ponte de la philosophie, plutôt que de pontife, de ponte de la philosophie, de ponte. Une sommité intellectuelle, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous incite grandement à lire les ouvrages qu'il a publiés, en particulier le tout dernier, Lumière commune, enfin l'avant-dernier, puisque le dernier, et c'est ça certainement dont il va nous parler aujourd'hui, c'est le nouveau défi léniniste. Et dans un deuxième temps, j'interviendrai pour la partie davantage historique, puisque Georges aura placé un cadre intellectuel très important pour comprendre justement ce qui s'est passé pendant cette révolution d'octobre. Mais je vais lui laisser immédiatement la parole pour vous présenter donc les enjeux philosophiques et comprendre beaucoup mieux ce qu'est le léninisme en cette période donc de centenaire de la révolution d'octobre. Bon, alors merci Fadi, et rassurez-vous, je ne suis pas un ponte ni un pontife, et vous pourrez contester tout ce que vous voudrez de ce que j'aurais dit tout à l'heure. Donc, ce que je voudrais aujourd'hui effectivement faire, c'est présenter rapidement ce qu'on appelle le léninisme. C'est un terme qui est un peu sorti de mode, mais qui me semble d'une grande actualité, vous allez voir pourquoi. La problématique que je voudrais poser est la suivante. Lénine, quand il parlait de lui-même, ne se disait pas léniniste, évidemment, pas plus que Marx ne se disait marxiste. Et donc Lénine se disait simplement marxiste orthodoxe. Orthodoxe non pas au sens de l'orthodoxie religieuse, évidemment, mais s'inscrivant dans la ligne de Marx et d'Engels. Et pourtant, très vite, on a parlé après la mort de Lénine de marxisme-léninisme. Alors, est-ce que cette expression est justifiée? Est-ce qu'il faut ajouter marxisme à léninisme, ou est-ce que le trait d'union est légitime? Et donc, est-ce que véritablement il y a un apport propre par rapport à Marx de Lénine? Si oui, est-ce qu'il est orthodoxe? Est-ce qu'il est dans la lignée de Marx? Et donc, qu'est-ce que Lénine apporte de neuf, tout en restant dans la lignée de Marx, tout en restant sur le même fil rouge, si l'on peut dire? Autrement dit, que veut dire l'expression marxiste-léniniste? Voilà, donc ça c'est une première question que je pose, et du coup, évidemment, elle soulève une deuxième question, puisque nous vivons et nous travaillons, et vous encore plus que moi, bien sûr, puisque vous êtes jeune, à une période où Lénine est mort depuis longtemps, et où par conséquent la même question se pose pour vous par rapport à Lénine que de Lénine par rapport à Marx. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'être marxiste-léniniste aujourd'hui? Et vous verrez que donc, pas plus que le léninisme n'a consisté simplement à répéter ce qu'avait fait Marx, le léninisme actuel ne consistera à répéter simplement ce qu'a dit Lénine. Il s'agit plutôt de retrouver sa démarche, il s'agit plutôt de retrouver sa méthodologie, de retrouver la manière qui était la sienne, comme celle de Marx d'ailleurs, de se rapporter à la réalité. Voilà, donc en gros, l'idée que je vais un petit peu ici défendre, c'est l'idée que la fidélité à Lénine, pas plus que la fidélité à Che Guevara par exemple, ou à d'autres grands révolutionnaires, ne consiste simplement à répéter, ne consiste simplement à redire. Même s'il faut naturellement connaître ce qui a été dit. Bon, là, on va peut-être faire 2 secondes. Voilà, nous sommes à Belleville, dans un quartier prolétarien, donc c'est pas évidemment un cadre académique, mais tant mieux, à mon sens. Alors, la première des choses, c'est donc ce rapport entre le marxisme et le léninisme. Qu'est-ce que Lénine a apporté de particulier par rapport à Marx? Tout en s'inscrivant dans les grandes découvertes de Marx, Lénine accepte pleinement le manifeste communiste, le Capital, l'idéologie allemande, les textes fondateurs du marxisme et de l'engelsisme, si je puis dire, puisque effectivement il y a eu aussi des textes d'Engels qui ont été écrits après la mort de Marx et qui n'en font pas moins partie du patrimoine, en quelque sorte, des marxistes. Eh bien, donc, j'insisterai d'abord sur l'idée que le léninisme est relatif à une nouvelle période du capitalisme.
On ne peut pas faire du marxisme dans la période de l'impérialisme exactement de la même façon qu'on en faisait avant que n'existe l'impérialisme. À l'époque de Marx, le système capitaliste est encore un système en pleine croissance et partiellement progressiste. Dans le manifeste du Parti communiste, si vous l'avez lu, vous verrez que Marx, très paradoxalement, fait l'éloge du capitalisme. Il explique que le capitalisme a bouleversé la société bien plus que tous les autres modes de production avant lui, et que c'est un mode de production révolutionnaire, à mon sens. Bon, qui a évidemment créé surtout un élan énorme autour de la science, autour des techniques, autour des forces productives. Et en même temps, Marx avait prévu dans le Capital que ce capitalisme, par ses contradictions internes, allait se nier lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle la dialectique. Une chose, en se développant, finit par se nier elle-même. Et en l'occurrence, la concurrence, qui est au cœur du capitalisme, va spontanément conduire à ce qu'on appelle des monopoles capitalistes. Le gros mange le petit, hein, le moyen mange le petit lui aussi, et pour finir, le gros mange le moyen. Et on a, pour finir, donc, des monopoles à l'échelle d'une nation, des oligopoles à l'échelle de la planète, et ces grandes sociétés capitalistes, qu'on appelle aujourd'hui les transnationales, hein, ça c'est le terme actuel, si vous voulez, ces grandes sociétés capitalistes, eh bien, elles ont tendance, en réalité, à liquider la concurrence. Au passage, je vous invite, c'est un paradoxe, à faire un grand progrès par rapport à la gauche alternative classique qu'on trouve en France, et à ne pas vous repaître de l'idée que nous sommes dans le régime de la concurrence libre et non faussée. C'est une illusion. La Constitution européenne et auparavant le traité de Maastricht ont beaucoup glosé sur la concurrence libre et non faussée, mais en réalité, cette concurrence libre et non faussée est complètement sous la coupe, sous la houlette des grands monopoles capitalistes, à travers en particulier les lobbies de Bruxelles, qui se déchaînent, si vous voulez, pour faire adopter des lois qui, évidemment, écrasent tout à la fois les prolétaires, que nous sommes pour la plupart, prolétaires actuels ou futurs, ou même les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, dont la plupart d'entre elles, effectivement, sont obligées de travailler sous la houlette, sous la domination des grandes sociétés transnationales, avec l'aide, bien souvent, de l'État, non seulement de l'État national, mais maintenant de plus en plus de cet État en gestation qu'est l'Union européenne. Alors, donc, voilà, nous sommes entrés dans le capitalisme monopoliste. Il faut bien s'imprégner de cette idée, parce que le mot monopolisme a disparu, en quelque sorte, du vocabulaire, ou pire encore, les néolibéraux l'ont récupéré pour critiquer les monopoles publics. Les monopoles comme la SNCF ou comme l'EDF, qui d'ailleurs n'en sont plus, mais qui ont longtemps été, en France par exemple, des monopoles publics. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'on est en pleine expansion des monopoles privés. Par exemple, quand on démantèle EDF, eh bien, c'est pour créer Suez Engie, hein, maintenant ça s'appelle comme ça, et pour petit à petit donc créer en réalité un monopole privé bien plus fort à terme que l'EDF. Alors il faut savoir que du coup, ce capitalisme monopoliste, il a des caractéristiques essentiellement réactionnaires, et qu'on ne peut pas avoir à l'égard du capitalisme actuel, disons, la même semi-admiration qui était encore celle de Marx dans le manifeste du Parti communiste. Marx appelait bien sûr à liquider le capitalisme et à l'abolir à son époque, mais en rendant hommage à ce qu'il avait pu produire de positif pour l'humanité. Bon, depuis qu'effectivement le capitalisme monopoliste domine à l'échelle mondiale, effectivement, ce capitalisme est de plus en plus rétrograde, réactionnaire. Lénine dit réactionnaire sur toute la ligne, c'est-à-dire dans tous les domaines, et même, malgré les apparences, et bien qu'il mette en avant sans arrêt les avancées des sciences et des techniques, eh bien, on verra tout à l'heure qu'il limite en réalité les progrès de la production, que la production pourrait être beaucoup plus efficace. Ça ne veut pas dire le productivisme, au contraire, hein, c'est même l'inverse. Si on arrivait à produire beaucoup mieux, d'une façon plus rationnelle, on n'aurait pas affaire à tous ces gaspillages énormes que nous voyons aujourd'hui. Alors, surtout, le trait dominant de l'impérialisme que Lénine va mettre en avant dans son livre majeur, lisez-en un au moins, lisez celui-là si vous en lisez un, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, ça s'appelle comme ça, eh bien, c'est ce qu'il appelle l'exportation des capitaux. Si vous voulez, dans chaque pays, on arrive souvent à des limites, la classe ouvrière s'organise, elle se bat et on n'arrive plus à l'exploiter autant qu'avant. Et donc les capitalistes, pour parvenir à faire leur profit,
à ne pas tomber sous la coupe d'une baisse tendancielle de leur taux de profit a tendance à baisser, eh bien vont aller chercher les sources de plus-value de plus en plus loin dans ce que Lénine appelait à l'époque l'Orient. En réalité, aujourd'hui, on dirait le Sud, hein, ou l'Est, les pays de l'Est, les pays du Sud, tous ces pays dans lesquels, effectivement, eh bien, la plus-value capitaliste est bien plus forte parce que l'exploitation des travailleurs est bien plus intense, si vous voulez. Donc l'impérialisme, c'est d'abord ça. C'est l'exportation des capitaux du centre, essentiellement, des pays du centre, c'est-à-dire des pays capitalistes qui sont arrivés les premiers sur le marché et qui ont donc monopolisé, en réalité, la planète, pour l'essentiel, donc, ceux qui tournent autour de l'ensemble Union européenne, aujourd'hui États-Unis, Amérique du Nord, disons avec le Canada, Japon par exemple, hein, mais bien entendu, je dis ça un peu à la louche, il faudrait préciser, et donc ces pays qui effectivement exploitent en réalité la planète entière. Alors ça va donner toute une série de remarques de la part de Lénine. Sur le plan économique, la première des choses, c'est que Lénine va faire remarquer que la tendance spontanée de l'impérialisme, et donc du capitalisme monopoliste, c'est ce qu'il appelle le parasitisme économique. Il y a des passages d'une stupéfiante modernité dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, que je vous invite vraiment à lire parce que vous aurez un choc. Vous aurez l'impression que c'est un livre qui a été écrit avant-hier, si vous voulez. Hein, où Lénine vous explique qu'on va aller vers une économie de casino. Il dit que ça va ressembler à Monaco, la planète. Hein, c'est vous dire, quoi, quand même. Dans les pays du centre, de plus en plus, on va liquider la production. Et on va la faire de plus en plus dans les pays les plus lointains, de façon à obtenir une plus-value la plus énorme possible. Et le capital va garder, et ça intéresse, je pense, les jeunes étudiants en particulier que vous êtes, on va garder donc un salariat d'élite qui va servir au fond à dominer le monde, parce qu'on a besoin de super ingénieurs, de super chercheurs, etc., qui permettent effectivement au capitalisme monopoliste ensuite de dominer les États du Sud. Et puis, on va garder une toute petite partie de la production traditionnelle de la classe ouvrière, et ensuite il y aura une masse de salariés qui feront des travaux de domestiques, dit-il, de domestiques, bon, autrement dit, qui seront rabattus vers des activités type tourisme de masse, etc., des choses comme ça. Bon, voilà, hein, ces choses-là, d'ailleurs, d'autres le diront d'une manière encore plus stupéfiante. Si un jour vous lisez ce livre horrible, mais que des étudiants en histoire doivent avoir lu une fois, Mein Kampf d'Adolf Hitler, vous verrez comment il parle de la France et comment il dit en particulier que la France doit, et va s'en occuper, devenir un pays de grooms et de jardiniers. Voilà, c'est comme ça qu'il en parle. Autrement dit, il faut liquider les ouvriers, il faut liquider les paysans, il faut liquider les ingénieurs et les chercheurs, tout au moins la masse d'entre eux. Il faut en garder juste ce qu'il faut pour dominer le monde, en quelque sorte. Avoir, en quelque sorte, le secteur stratégique qu'on appelle aujourd'hui recherche-développement. Vous voyez ? Donc, ce que dit Lénine ici, c'est qu'on va, avec l'impérialisme, vers une domination, disons, d'une oligarchie mondiale, qui va tenter effectivement de liquider la classe ouvrière pour l'essentiel dans les pays du centre, qui va tenter à partir de là effectivement donc de mettre en place ce qu'il appelle effectivement une aristocratie ouvrière, c'est-à-dire donc une aristocratie de salariés qui seront surpayés quelque part, tout au moins par rapport aux pays du tiers-monde, et à partir desquels effectivement il sera possible de mettre la planète en coupe réglée, en quelque sorte. Bon. Je vous laisse deviner si ça cadre ou pas avec les prédictions de ce qui s'est passé par la suite. Il ne faut pas pour autant tomber dans l'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation capitaliste, avec cette idée fausse que combat Lénine, que l'oligarchie mondiale, le 1% comme on dit aujourd'hui, hein, va harmonieusement dominer le monde. Ça, c'est la thèse que Lénine combat chez les responsables de la deuxième internationale, autrement dit de la social-démocratie, les partis qui ont donné le Parti socialiste par exemple. Et donc effectivement, ces partis, avec Karl Kautsky, hein, qui était le chef de file idéologique de la deuxième internationale, expliquaient que désormais on aurait une oligarchie mondiale qui allait dominer le reste du monde. Et du coup on faisait disparaître le prolétariat comme tel, hein, puisqu'il y avait 1% contre 99%, et puis aussi l'idée que les pays en quelque sorte capitalistes n'allaient plus se disputer entre eux, puisque ça serait au fond, Kautsky n'employait pas ce terme, la mondialisation. Lui, il disait l'hyper-impérialisme. L'hyper-impérialisme, c'est-à-dire un impérialisme unifié à l'échelle globale, dans lequel il n'y a plus que des contradictions entre le haut et le bas. Lénine disait non, non, ça ne marchera pas comme ça,
parce que l'impérialisme est un système hautement conflictuel, y compris entre capitalistes, y compris la bourgeoisie capitaliste. Et donc Lénine, bien avant la guerre de 14-18, disait « Non, il n'y aura pas d'unification capitaliste. Les capitalistes sont des bandits, ils ne peuvent que se jeter à la gorge périodiquement les uns des autres. » Et la guerre de 14-18 n'a pas été très longue à lui donner malheureusement raison. Ni la seconde guerre mondiale, ni peut-être un jour, si elle éclate, la troisième, effectivement. Donc, pas d'hyper-impérialisme, d'impérialisme unifié, de capitalisme unifié. Si d'ailleurs le capitalisme s'unifiait totalement à l'échelle mondiale, on aurait bien du mal à le battre. Car pour le battre, il faut qu'il ait lui aussi ses contradictions. Et donc il faut s'appuyer aussi sur les contradictions de la classe dominante, sur les blocs impérialistes qui peuvent s'affronter sans arrêt dans le monde pour la domination des sources de profit. Alors, cela étant, effectivement, ce qui est très important dans l'analyse économique de Lénine, c'est l'analyse des sources de l'opportunisme. Car, si vous voulez, à l'époque de Marx, en gros, le mouvement socialiste ou communiste était révolutionnaire. Alors il se cherchait naturellement, il y avait des courants divers là-dedans, il y avait des courants qui allaient plutôt vers les conceptions libertaires, d'autres vers des conceptions différentes, etc. Mais on l'a vu avec la Commune de Paris, quand même, c'était un mouvement révolutionnaire pour l'essentiel. Or, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, émerge de plus en plus le réformisme. Le réformisme, c'est-à-dire l'idée que l'on peut transformer le capitalisme du dedans sans véritablement faire la révolution. Hein. Et Lénine explique que si ça prend, ce genre de courant, alors que la science peut démontrer qu'en fait il n'y a pas de possibilité de transformer en profondeur le capitalisme à partir de lui-même. Si ça prend, c'est essentiellement justement parce qu'il y a précisément cette capacité de l'impérialisme, eh bien d'aller chercher du surprofit dans les pays du Sud, dans les pays de l'Orient, comme il dit, à l'époque la Chine, l'Inde, etc. Et effectivement, à partir de là, d'acheter, de corrompre la partie supérieure de la classe ouvrière dans les pays du centre. Et à partir de là, effectivement, de distribuer des miettes à cette aristocratie ouvrière, à travers en particulier les syndicats, à travers en particulier les élus, à travers tous ces gens qui, d'une manière ou d'une autre, vont en croquer, si l'on peut dire, dans le système capitaliste existant. Si vous voulez, il y a des bases matérielles très précises à la force du réformisme, à la force de l'opportunisme, à tous ces gens qui disent que l'on peut concilier avec le capitalisme. Alors voilà donc un point très important et qui sera à la base ensuite de la création de la troisième internationale, l'internationale communiste, le Comintern comme on dit en russe, par opposition à la deuxième internationale dont vous savez historiquement qu'elle a soutenu l'Union sacrée lors de la guerre de 14-18, qu'elle était impérialiste et qu'elle l'est toujours puisque tous les partis socialistes, depuis qu'ils existent, et depuis en particulier donc la guerre de 14-18, ont d'une manière ou d'une autre soutenu les guerres impérialistes, les guerres coloniales et toutes sortes de choses de ce genre. Ce n'est pas, je pense, la peine de vous faire un dessin. On sort de 5 ans de François Hollande, donc ici, je crois qu'il est inutile d'illustrer ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé, vous pouvez faire une liste longue comme le bras en Libye et ailleurs. Hein. Alors ça, c'est pour le domaine économique. Je suis obligé d'aller à grands traits, naturellement, là-dessus. Je signale que sur ce plan, Lénine a beaucoup de convergences, même s'il est en désaccord sur certains points, mais je ne peux pas entrer dans les détails, avec quelqu'un comme Rosa Luxembourg, hein, qui était une grande analyste de l'impérialisme. Donc, bon, lisez, si vous avez l'occasion, les textes de Rosa Luxembourg sur l'impérialisme et l'opportunisme, ou de Clara Zetkin. Clara Zetkin, grande militante de l'Internationale communiste, fondatrice au passage du Parti communiste français, puisque Clara Zetkin était la déléguée de l'Internationale communiste, elle parlait français, donc c'est elle qu'on avait envoyée, clandestinement d'ailleurs, au congrès de Tours en 1920 pour créer le Parti communiste français. Hein, disait ces textes-là, vraiment ils valent la peine, et vous serez estomaqués, si vous ne l'avez pas encore fait, par la modernité de ces textes. Par des textes qui ont l'air d'être écrits. Ensuite, eh bien, je passe au léninisme politique. J'aurais pu développer encore des points, mais pourtant, je suis obligé d'aller très vite. Sur le plan de la théorie politique, Lénine est un grand analyste de la révolution. Les gens de la deuxième internationale, donc la social-démocratie en gros, attendaient la révolution d'une sorte d'évolution spontanée du capitalisme. Bon voilà, l'idée c'était que le capitalisme allait créer de plus en plus de prolétaires, qu'un jour il y aurait plus de prolétaires que de capitalistes dans la société,
et qu'à partir de là, grâce aux élections, pour l'essentiel, eh bien, le Parti social-démocrate ou le Parti socialiste allait gagner les élections. Et alors, à partir de là, eh bien, en douceur, on allait petit à petit socialiser l'économie, passer au socialisme. Autrement dit, une perspective évolutionniste. Or, Lénine dit, ça ne se passe pas comme ça, braves gens. C'est pas si simple que ça. D'abord parce qu'on l'a vu, le prolétariat est lui-même divisé, et qu'il y a ce jeu de l'opportunisme, il y a une partie du prolétariat, la partie supérieure, hein, qui, celle du salariat la plus élevée en quelque sorte, qui a tendance à passer du côté du capitalisme et de l'impérialisme, et même à tirer sur les prolétaires le jour venu. On l'a vu justement, je parlais de Rosa Luxembourg tout à l'heure, lorsque la social-démocratie allemande a fait assassiner Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, qui s'était opposé à l'Union sacrée en 1914. Hein. Donc il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que la révolution, c'est toujours quelque chose de très complexe, dans lequel interviennent toute une série de facteurs. C'est jamais linéaire. Il peut y avoir des tas de choses, des tas de facteurs qui interviennent à la fois, et la politique est aussi un art. Ce n'est pas qu'une science, c'est aussi un art. On dit Lénine, qui a lu Machiavel et qui sait que la politique, c'est une question difficile. La première des choses, c'est que les sociodémocrates attendaient naturellement la révolution, avait, à la fin de sa vie, appris le russe pour pouvoir lire justement les textes les plus intéressants d'économie portant sur la Russie, parce qu'il voyait bien que quelque chose se déplaçait de ce côté-là. Et Lénine va développer très fortement quelque chose que Marx n'avait pu qu'entrevoir. Marx est mort dans les années 1860, donc évidemment l'impérialisme n'était pas encore développé à l'époque, mais Lénine va développer la théorie de ce qu'il appelle la chaîne impérialiste. Et il va employer une phrase qui est que une chaîne vaut ce que vaut son maillon le plus faible. Alors le maillon faible, c'est pas seulement une émission d'ailleurs détestable de, je ne sais plus quoi, TF1 je crois, hein, mais c'est une théorie politique. Si vous voulez, en réalité, l'impérialisme est fort, l'impérialisme est puissant. Vous voyez bien que dès que nous faisons quelque chose, nous avons une montagne en face de nous. Hein. Nous avons les médias, nous avons les CRS, nous avons la justice, nous avons tout ce que vous voudrez. Hein. Et donc, en réalité, si l'on peut avoir un espoir quelconque de battre l'impérialisme, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, il est possible que se rompe la chaîne impérialiste en son maillon le plus faible. Lorsqu'arrive une guerre, comme celle de 14-18, eh bien, cette guerre, elle va donner la possibilité aux travailleurs les plus décidés, aux bolcheviks en particulier, vous allez le voir, elle va leur donner la possibilité justement de rompre la chaîne dans son maillon le plus faible, qui est la Russie tsariste, dans les conditions de l'époque. Le pays dans lequel, effectivement, les contradictions sont les plus explosives. Le pays qui est en retard même sur la révolution bourgeoise. Le pays où la poudre, en quelque sorte, révolutionnaire est la plus implantée, en quelque sorte, la plus développée. Ah ben voilà la jeune garde qui arrive. Donc, on va laisser passer et ces petites. Bon, allez-y, les cocos, les cocottes. Et donc, en réalité, cela étant, la chaîne impérialiste, Lénine prévoit qu'elle craquera, qu'elle sautera dans l'ancien empire russe. Et c'est en relation avec cela qu'il défend la théorie ou la thèse du défaitisme révolutionnaire. Alors que la plupart des partis socialistes entrent dans l'union sacrée, Lénine, au contraire, développe l'idée qu'il faut transformer la guerre impérialiste en guerre civile révolutionnaire. En clair, il faut développer l'idée que c'est la défaite qui va créer la possibilité pour les révolutionnaires russes de battre l'empire tsariste. Si l'empire tsariste s'écroule militairement, il sera beaucoup plus facile de le battre. Et c'est forcément plutôt dans les pays qui sortiront vaincus de la guerre, y compris l'Allemagne d'ailleurs, un peu plus tard, que vont se faire les mouvements révolutionnaires, plus que dans les pays comme la France, qui étant vainqueurs, effectivement, ont un prestige beaucoup plus grand de leur pouvoir, de leur impérialisme local, et qui ont plus de moyens, effectivement, de réprimer leurs propres prolétaires. Donc Lénine reprend ici une thèse qui n'est pas: les prolétaires français doivent d'abord combattre l'impérialisme français, les prolétaires allemands. Cela étant, donc, la révolution a des conditions politiques internes, pas seulement géopolitiques, même si c'est très important. Une révolution à notre époque a forcément une dimension géopolitique. Mais pas seulement. Pas seulement. Il ne faut pas attendre passivement, comme le faisaient les sociodémocrates, et comme le feront plus tard, font souvent les trotskistes, une sorte de révolution mondiale éclatant partout en même temps. Ça serait trop beau. Hein, on n'est pas contre d'ailleurs, hein. Moi j'ai rien contre, hein, bien entendu, mais malheureusement ça ne se présente pas comme ça. Hein.
Et donc Lénine fait remarquer qu'effectivement, la révolution a des conditions politiques précises. Il y a une phrase connue qui dit que la révolution n'éclate jamais tant que ceux d'en haut peuvent encore continuer à gouverner comme avant, et tant que ceux d'en bas sont toujours prêts à obéir comme avant. La révolution éclate quand ceux d'en haut n'arrivent plus à gouverner comme avant, quand il y a une crise politique au sommet. Il faut qu'il y ait une crise politique en haut. Et il faut qu'en bas, effectivement, eh bien, les prolétaires, les paysans, etc., soient prêts à ne plus obéir. Il y a des moments comme ça. On l'a vu pour la Révolution française, pour la Révolution cubaine, on le verra pour la Révolution vietnamienne, on le verra dans différents pays, etc. Bon, ébullition en bas, et aussi division en haut. La crise politique doit mûrir à un certain degré quand même. Excuse-moi, je suis lente. Oui. Je sais pas de qui il parle. Quand toute la bourgeoisie est donc unie, d'accord, effectivement, il est très difficile de la battre. Alors, cela étant, effectivement, à partir de là, Lénine va développer l'idée de ce qu'on appelle le parti d'avant-garde. Le parti d'avant-garde, aujourd'hui, c'est pas à la mode. Notre ami Mélenchon nous dit par exemple qu'il faut un mouvementisme, c'est-à-dire, bon, on s'y met tous en même temps, il ne faut pas de parti, et bon, quoi, d'un certain côté, il est en train d'en fabriquer un, mais enfin bon, passons. Et donc, en réalité, on n'a pas besoin de parti politique à notre époque. Dans le PCF, ça se développe aussi à vitesse grand V, cette idée que la forme parti est dépassée. Toute l'aile droite du PCF a développé cette idée depuis des années et des années. Moi, déjà dans les années 90-95, je développais l'idée que c'était l'inverse. Que dans notre pays, il y avait des mouvements forts, des mouvements populaires forts. Pensons, bon, vous ne l'avez pas vécu pour la plupart, mais au mouvement de 1995, avec pratiquement 2 mois de grève, le blocage du pays, etc. Et qu'est-ce qui manquait alors? C'était pas la combativité des masses qui manquait, c'était une avant-garde politique indiquant le chemin. Et donc une avant-garde qui n'avait pas uniquement pour but, comme l'avait le PCF malheureusement à l'époque, de rallier le gouvernement du Parti Socialiste, comme ça a été fait 2 ans plus tard, en 1997, avec Jospin, l'homme qui a plus privatisé les services publics français que ne l'a fait la droite. Donc, en gros, pourquoi faut-il une avant-garde? Eh bien, bon, cette idée, elle était déjà en germe chez Marx, mais Lénine la développe encore plus, parce que tout bonnement, cette idée que, bon, voilà, une fois qu'il y a 50% de prolétaires, plus 1, on prend le pouvoir par les élections, cette idée, trop simple, malheureusement, est contredite par une réalité qu'aujourd'hui, nous constatons encore plus qu'à l'époque, c'est que, voilà, il y a une phrase de Marx dans l'idéologie qui le dit très bien, dans toute société divisée en classes, l'idéologie ou les pensées dominantes sont les pensées de la classe dominante. Ce n'est pas les pensées de la majorité. Ça serait trop beau si, bon, voilà, il y a 51% de prolétaires, donc les idées dominantes sont les idées des prolétaires. Et bien malheureusement, vous voyez bien, ça ne marche pas comme ça. Les idées dominantes sont celles de TF1. Les idées dominantes sont celles de l'université et des gens qui dominent l'université. Sont celles des médias dominants. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, 8 milliardaires possèdent la quasi-totalité des journaux. Et que même Lagardère est dans le capital de l'humanité. Donc à partir de là, si vous voulez, on est dans une situation où c'est pas si simple que ça. Les idées que spontanément les gens ont dans la tête sont plutôt des idées au mieux réformistes. Au mieux réformistes, spontanément. Et il est donc absolument indispensable qu'il y ait un parti d'avant-garde qui procède à l'analyse de la société telle qu'elle est, du mouvement de la société, qui avance un programme révolutionnaire, des perspectives révolutionnaires adaptées, qui disent quelles classes sont nos amis et quelles classes sont nos ennemis, et qui par conséquent dessine, disons en quelque sorte, les grandes étapes de la marche au socialisme. Donc le parti d'avant-garde est-il aujourd'hui plus nécessaire ou pas? Bon, je pense qu'il est plus que jamais. Et alors, vous me direz, mais alors que deviennent les masses populaires là-dedans? Est-ce qu'elles sont simplement des petits soldats qui vont suivre le parti bolchevique comme ça, en disant bravo Lénine? Pas du tout, puisque tout au contraire, Lénine est un dialecticien, c'est-à-dire qu'il joue sur tous les tableaux et il est capable de comprendre les contradictions. Et notamment, il tire les leçons de la révolution de 1905, qui a échoué, mais qui, en Russie, effectivement, a eu un immense mérite, celui de créer les soviets ouvriers et paysans, qui ne datent pas de 1917. Les premiers soviets, c'est-à-dire des assemblées populaires électives, élues par les ouvriers, par les paysans, par les soldats, qui la plupart du temps sont d'ailleurs eux-mêmes des paysans, eh bien, ces assemblées populaires, donc les